comprendre que les aînés, dans leur schéma de destruction de la scène de l'opposition, ont déjà engagé la destruction de certains appareils politiques, notamment celui de M. Cabral Libi, du PCRN. Vous comprenez? Puisqu'on a déjà une branche, une section d'un monsieur là, et puis il y a sa section, on comprend déjà qu'on va lui faire ce qu'on a fait avec l'UPC en 2018. Mais pour l'administration, pas pour la justice. Oui, peu importe. La justice a débouté mais on a eu ce même schéma avec l'UPC en 2018, ils ne sont pas allés aux élections, ils ont eu ce qu'on a connu. Vous comprenez? Alors, on a eu ça avec le CPP et puis quand on a eu gain de cause devant la justice. Par exemple, mais les élections étaient passées et ils avaient perdu tout le temps. Vous voyez? Donc nous avons analysé la scène politique et on s'est dit, si nous attendons que l'un des nôtres parmi les jeunes soit éliminé à la ligne d'arrivée, sans mettre une cale, sans prévoir un plan B, nous aurons tout perdu. Vous comprenez? Donc je me situe dans ce sens-là, parce que je suis fidèle à mes paroles. Je lis tout ce que les gens disent sur Internet. Ils disent, vous avez dit que vous ne serez pas candidat, et voilà que vous êtes candidat. C'est la météo politique. C'est-à-dire que nous sommes en embuscade des règles. Mais c'est le jeune le plus avancé. Je dis toujours, moi je suis fidèle. Je vous ai toujours dit. Vous êtes le cadet de Cabral Libi d'un an. Vous êtes né en 82, en 81, et Cabral est né en 80. Vous avez parlé de formater le Camerounais. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez vraiment formater les têtes des Camerounais en 7 ans? Parce que c'est une question vraiment qui... Parce que ce que moi déjà j'ai dans la tête, je vous assure que même 30 ans ne peuvent pas enlever ça pour le moment. Donc, je me demande donc si c'est que vous êtes capable... Si vous serez capable d'enlever ça, de formater le Camerounais en un mandat, parce que là, formater le Camerounais, ça veut dire que vous allez durer. Il va falloir que vous durez pour pouvoir formater les têtes des Camerounais actuellement. Non, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Mais pourquoi vous voulez qu'on dise forcément? Jerry Rawlings n'a pas eu du temps. Dès qu'il a accédé au pouvoir en 1983, il a mis les gens au poteau, il a fusillé, et puis les gens ont compris que l'ordre était arrivé. Ils se sont alliés. C'est cette stratégie-là. Je prends d'abord cet élément pour que vous compreniez. Parce que là, on va... Mais on allait mourir. Non, mais vous avez raison de le dire, parce qu'il faudra justement arriver à cela. Nous sommes arrivés à un état de désordre. Nous sommes arrivés à un état de désordre qui est tel que, si on ne montre pas cet exemple-là, les gens, même l'opposition président, s'il n'est pas dur, les gens vont penser qu'ils peuvent continuer à faire comme ce qu'ils font aujourd'hui, demain. Vous comprenez ce que je dis? Non, moi je suis de cette école. Vous savez, je suis de cette école qui pense qu'en fait, il faudra durcir la donne. Comme j'ai l'habitude de le dire pour ceux qui me suivent d'habitude, je dis le président a engagé un pourrissement du pays, il le laissait faire, parce que peut-être il a ses objectifs. Mais celui qui voudra absolument appliquer un plan de développement et nous amener à l'horizon 2035, il devra absolument couper des têtes. Moi je suis de ceux qui pensent cela. C'est pour ça que vous allez voir que dans le projet, il y a un juge capital qu'on instaure là-bas. C'est-à-dire celui qui sera chargé justement de dire que pendu, exécuté. Aussi simple que ça. Et nous avons engagé ce genre de mesures dans notre projet. Pour montrer par exemple que vous brûlez un feu, une caméra vous a identifié, on vient toquer à votre porte et vous avez 3 jours de travaux d'intérêt général pour vous faire comprendre qu'en fait, vous ne deviez pas le faire. Et vous allez voir, il y a même une restructuration des prisons, parce que nous pensons que la prison ne doit pas être une consommatrice de nos revenus. Un mec, il commet un forfait au quartier, et nous on va le nourrir en prison. Non, il doit servir la société. Ça veut dire que même quand vous êtes en prison, si M. Jean décide de construire son immeuble, il lui manque des manœuvres, on sort le prisonnier, il vient travailler, il rentre en prison le soir, il produit de l'argent. C'est-à-dire que ce qu'on lui donne à manger en prison, lui-même il travaille pour l'avoir. Mais il peut s'évader au passage. Donc c'est hyper important pour nous. Oh, mais en fait, je me dis, avec ce que les Camerounais ont déjà vécu comme violence, est-ce que vous ne pensez pas que ça sera encore trop violent et ça va peut-être pousser à la rébellion d'une certaine manière? Parce que là, je me dis, si c'est aussi violent, d'un coup, sur un premier mandat, bah, c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui vont prendre des armes pour dire que, mais attendez, je sors d'une dictature déjà qui était un peu voilée. Une dictature qui nous donne toutes les libertés que nous voulons, sauf celle de conquérir le pouvoir. C'est pour ça que vous trouvez que c'est une dictature, parce qu'elle dure trop longtemps et nous désintéresse au pouvoir. L'intimidation, par exemple. Si vous dites quelque chose contre le pouvoir aujourd'hui, vous vous retrouvez à la CEMIL, je ne sais pas moi où, vous comprenez? C'est pas la même chose. La dictature, si vous voulez vraiment qu'on l'appelle ainsi, c'est la dictature de l'ordre et de la discipline. Hein, mon cher ami? La dictature de l'ordre et la discipline. Rien ne se construit dans un pays
dans le désordre et l'indiscipline. Il faudrait... Merci. Merci. J'ai une autre question, si vous me permettez. Vous dites être bien, vous allez quand même encore recycler quelques oncles juste pour la décoration, on ne sait jamais. Par exemple, est-ce que si jamais vous êtes président aujourd'hui, vous allez peut-être par exemple maintenir certains qui sont dans le gouvernement actuel, comme par exemple le ministre de... Monsieur Paula Tangadji, est-ce qu'il va... Vous pensez que vous pouvez quand même le maintenir d'une certaine manière si jamais vous êtes... Non, il ne sera pas question de discriminer le Camerounais. Vous voyez, le Cameroun nouveau doit se faire avec des nouveaux Camerounais. Nous sommes dans la logique où il faut aller chercher le mérite, la compétence, l'excellence, là où ils se trouvent, et le ramener au centre de décision. Vous comprenez? Mais ce qui est clair est que nous allons faire notre bilan à nous tous. Puisque tout ce qui se passe aujourd'hui, depuis 1982, ce qui se passe encore depuis 2018, chacun voit. Chacun sait ce qui se passe, chacun sait qui fait quoi aujourd'hui de mal aux Camerounais et qui fait quoi de bon aux Camerounais. Donc nous allons tirer ces conséquences. Pour moi, je ne suis pas un rancunier. Si j'étais un rancunier, certainement que je serais peut-être moi-même d'un AVC. Donc il faut éviter ce genre de choses-là pour ne pas se mettre en maladie. Je crois qu'il est question, je comprends votre question, nous dirigerons avec tout le monde, mais en tout mérite, excellence et compétence. Aussi simple que ça. Ok. J'ai une petite question, un petit tiret. Tout sortir? Oui, une petite question. Si vous n'étiez pas candidat, pour qui voteriez-vous? Soyez honnête. Hein? Pour qui je voterais ou bien pour qui je donnerais la consigne de vote? Parce que c'est deux choses. Non, voter. Puisque vous également... Non, je voterais pour un candidat jeune, aussi simple que ça. Oui, mais qui? Parmi ceux qui sont là... À l'heure actuelle, c'est Cabral Libye. Qui est en pole position. Mais si vous pouvez voter pour Cabral Libye, pourquoi vous vous présentez encore? C'est mieux que nous tous, on aille voter pour Cabral Libye et... Oui, je comprends. Vous avez parfaitement raison. Vous êtes forcément d'accord avec son programme et... Non, le vote et le programme, c'est deux choses. Vous m'avez dit pour qui voter. Vous n'avez pas dit pour quel programme voter. Parce qu'il y a la personnalité. Voilà, parce qu'il y a cela, il y a une tonalité. J'ai compris votre question. J'ai compris votre question. Je vais vous faire savoir quelque chose. C'est que je ne suis pas entré en politique pour être là où je suis là. C'est-à-dire comme candidat à la présidence. Vous comprenez? Okay. Dans tout mon discours, comme vous l'avez suivi pendant bientôt 7 ans. C'est ce que je vous dis. D'accord? Mais l'observation de la scène politique et de la météo politique nous ont amené à comprendre que les aînés, dans leur schéma de destruction de la scène de l'opposition, ont déjà engagé la destruction de certains appareils politiques, notamment celui de M. Cabral Libye du PCRN. Vous comprenez? Puisqu'on a déjà une branche, une section d'un monsieur là, et puis il y a sa section, on comprend déjà qu'on va lui faire ce qu'on a fait avec l'UPC en 2018. Mais pour l'administration, pas pour la justice. Oui, peu importe. La justice a débouté mais on a eu ce même chemin avec l'UPC en 2018, ils ne sont pas allés aux élections, ils ont eu ce qu'on a connu. Vous comprenez? Alors, on a eu ça avec le CPP et puis quand on a eu gain de cause devant la justice. Par exemple, mais les élections étaient passées et ils avaient perdu tout le temps. Vous voyez? Donc nous avons analysé la scène politique et on s'est dit, si nous attendons que l'un des nôtres parmi les jeunes soit éliminé à la ligne d'arrivée, sans mettre une cale, sans prévoir un plan B, nous aurons tout perdu. Vous comprenez? Donc je me situe dans ce sens-là, parce que je suis fidèle à mes paroles. Je lis tout ce que les gens disent sur Internet. Ils disent, vous avez dit que vous ne serez pas candidat, et voilà que vous êtes candidat. C'est la météo politique. C'est-à-dire nous sommes d'embuscade des règles. Mais c'est le jeune le plus avancé. Je dis toujours, moi je suis fidèle. Je vous ai toujours dit. Vous êtes le cadet de Cabral Libye d'un an. Vous êtes bien sûr. En 82, en 81, et Cabral est né en 80. 80. Oui. Donc moi je suis fidèle sur ce que je dis et vous le savez très bien. Je ne veux pas savoir ce que vous avez fait hier avec qui que ce soit. Je ne veux pas savoir si vous avez des cornes et ainsi de suite. Je regarde la valeur intrinsèque de l'homme. Je regarde ce qu'il vaut. Et nous avons un candidat jeune qui est très avancé. C'est ce que je vous ai dit depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Et puis, s'il arrive au pouvoir, il va forcément travailler avec tout ce que vous voyez dans la salle et ceux qui ne sont pas ici. Et donc ça va aérer les choses. Et on pourra changer peut-être le mauvais côté que d'autres voient seulement en lui. Parce qu'il ne s'agit pas en fait de créer une multitude de candidatures jeunes pour aller embrouiller en fait la succession ou la ligne d'arrivée. Vous comprenez? Mais dans ce cas, nous avons déjà vu ce pertu que les aînés ont créé. C'est-à-dire que si on élimine sa candidature, à supposer encore même qu'on élimine même la candidature de l'autre leader, par exemple du MRC, qu'est-ce qu'il adviendra de l'opposition? Il nous faut absolument
susciter d'autres candidatures pertinentes pour que le pouvoir en place ne nous impose pas les candidats que nous ne voulons pas. Donc c'est ça notre logique aujourd'hui. Donc nous sommes dans cette logique. Donc je dis ceci, et vous me permettez aussi de parler de cette candidature. Vous savez que le parti Joanne n'a pas d'élu. Nous n'avons pas d'élus, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas constituer un dossier normal en nous disant que ceux qui ont des élus, on va aux élections, on ira aux élections normalement. Alors nous, on a choisi la voie des 300 signatures. Vous voyez, quand nous choisissons la voie des 300 signatures, nous nous mettons déjà en tête que c'est la voie la plus difficile pour les élus, parce qu'ils vont certainement mettre les bâtons dans les roues, parce que le tout dans les 300 signatures, ce n'est pas de les avoir. Vous pouvez les avoir en une semaine, les 300 signatures des élus. Le piège des 300 signatures, c'est la certification de ces signatures. Et la certification est faite par les autorités administratives, c'est-à-dire ces sous-préfets-là. Vous savez ce que ça veut dire déjà. Donc ils vont se rendre forcément absents et vous n'aurez pas en fait des dossiers complets. Vous comprenez? Donc c'est la voie la plus difficile pour nous. Donc nous sommes dans la logique où nous allons chercher les 300 signatures. C'est vrai qu'au fond, il y a une logique aussi de voir si les aînés vont comprendre définitivement que ce code électoral n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'une candidature de 300 signatures est impossible dans ce pays. Parce que nous allons aussi faire ce test-là. Parce que quand nous y allons, c'est pour le test. De deux, c'est que il faudrait que le peuple comprenne que notre candidature vise justement à caler les candidatures les plus avancées de l'opposition. C'est vrai que moi je suis de jouvence, c'est-à-dire j'ai dit la jeunesse au pouvoir. Et le candidat le plus avancé, c'est M. Cabral Léby. Vous comprenez? Donc je suis dans cette logique. Mais si Cabral est éliminé, il faudrait bien que nous nous battions à faire passer une candidature qui peut être la mienne, qui peut être celle d'un autre candidat. Dolo Lamou, merci. Ok, merci beaucoup. On vous retrouve sur vos pages TikTok. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous allez voir que tel que nous avons bâti le système de la rotation du pouvoir, il y a une structure qu'on appelle un système de chemin de la rotation. Le chemin de la rotation avec le concile A. Le concile en temps d'exercice et au moins 70 ans, chef traditionnel. Nous avons les présidents de la Cour suprême qui ont au moins 70 ans ou anciens présidents de la Cour suprême parce que tous doivent être anciens. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est eux en fait qui vont constituer le concile A et qui vont décider tous les 56 ans du système de rotation. Et il y aura donc le chemin de la rotation. Alors il faut expliquer aux Camerounais que la rotation du pouvoir est simple. Elle permet simplement aux Camerounais, partout où ils se trouvent, d'accéder au pouvoir. Je vous prends un simple cas. À l'état actuel, même si le président en place décide de quitter le pouvoir, son parti est proéminent sur le terrain, il devra prendre forcément quelqu'un de son parti et le remettre en place. Il peut même être quelqu'un de la zone saxonne du pays, mais il n'aura pas l'esprit saxon que nous voulons de ce pays. C'est-à-dire il ne sera pas forcément représentatif de la partie de ce pays parce qu'il aura acquis par exemple l'état du parti au pouvoir. Donc le système rotationnel est tel que chaque région devra à son tour prendre le pouvoir. Et on instaure par exemple un poste de vice-président, 2 postes de vice-président. Il y aura des rotations dans les airs. Dans les airs. Avec un système particulier, M. Tongue. C'est-à-dire que, et pour ceux que les constitutionnalistes, on va instaurer par exemple un système semi-présidentiel ou semi-parlementaire. C'est-à-dire que 4 ans de mandat, et il y aura un vote de confiance en mi-mandat. Un vote de confiance en mi-mandat, c'est-à-dire la 3e année, le 3e 6 novembre de votre prestation de serment. Vous repassez devant l'Assemblée, qui en fait décide si vous avez bien travaillé, vous avez respecté en fait votre agenda que vous-même vous avez proposé lors de votre élection. Et si c'est pas le cas, eh bien il y a une destitution qui est engagée, c'est-à-dire un vote de défiance. Différent de ce que feu le professeur Joseph on a proposé ou encore Joachim Tabiono. Ce sont les premiers à avoir proposé la rotation. Et proposait qu'on aille d'une région à l'autre. Est-ce que vous avez plaqué sur ce qu'il propose ou vous y apportez un peu plus? Non, ce n'est pas un système de rotation régionale. Oui. C'est un système de rotation géographique. C'est pour ça qu'on a divisé le pays en 4 aires sociologiques. On ne les a pas créées. Donc, une fois que nous avons ces aires-là, le président de la République, il doit proposer ses 2 vice-présidents au moment du dépôt de sa candidature. Il les nomme à la suite de sa prestation de serment et il fait valider leur nomination à la première assemblée élective de mars à l'Assemblée nationale. Soit dit en passant qu'on aura supprimé le Sénat parce que c'est une structure qui pour nous est budgétivore. Voilà comment cela va fonctionner, monsieur Tongue. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que si le président, je prends un simple cas pour que les Camerounais nous suivent, si le président est de la région du centre, disons ça comme cela, qui est dans l'aire géographique forestière, ces 2 vice-présidents doivent être dans 2 aires géographiques différentes. Ça veut dire que son premier vice-président peut être dans l'aire soudano-sahélienne, c'est-à-dire des 3 régions septentrionales, et son 2e vice-président peut être dans l'aire côtière, c'est-à-dire littorale. Vous comprenez? Et donc,
Mais aucun des vice-présidents ni du président ne doit être dans l'aire géographique qui prendra le pouvoir après lui. Vous comprenez? Parce que le pouvoir, c'est 4 ans fois 2. Et on passe à une autre aire géographique. Alors, je vous propose, c'était à l'extrême nord. Question, Boko Haram, votre avis sur la gestion de la crise? Non, la crise est gérée, je crois, avec les moyens dont l'État dispose. En termes de compétences, en termes de ressources matérielles, aussi en termes de ressources financières. Je crois simplement qu'il y a comme une légère absence de volonté de pouvoir passer à une vitesse supérieure. La fois dernière, vous avez suivi que le Niger a décidé. Le Niger a décidé et le Tchad aussi est en voie de se retirer de la force multinationale mixte qui en fait a été créée dans la zone des 4 frontières, c'est-à-dire Nigeria, Tchad, Cameroun et Niger, pour pouvoir assumer la sécurité dans la zone. Donc je crois que le Cameroun gagnerait davantage à s'impliquer dans cette zone-là. C'est pour ça que nous prévoyons par exemple une zone mixte sécuritaire dans la zone des 4 frontières et aussi peut-être donner un peu plus de voix au droit de poursuite dans ce sens-là. Il y a plusieurs réformes que nous apportons pour sécuriser toutes les frontières de la dorsale du golfe de Guinée à partir du contrebas et en montant sur les 3 États qui nous sont limitrophes, c'est-à-dire le Borno State, Adamawa State, le Cross River State, donc jusqu'à notre sommet du Canard au niveau du Niger et du lac Tchad en fait, du Niger, la frontière Niger, Tchad, Cameroun. Donc nous avons ces logiques-là que nous avons empruntées et qui nous permettront de gérer non seulement la question de Boko Haram dans l'extrême nord, mais de gérer aussi la question de l'insécurité dans le Cross River avec les Freedom Fighters qui font par exemple des incursions et qui forment par exemple nos enfants à l'insécurisation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc on va créer toutes ces bandes-là en termes sécuritaires et aussi en termes d'investissement aussi avec des bases militaires, c'est vrai, ça doit aussi aller dans ce sens-là, dans le sens de la surveillance, mais surtout aussi des investissements économiques, notamment à travers une autoroute qu'on a appelée la Transgolf, la voie Transgolf qu'on va créer dans cette zone-là qui permettra de gérer en fait la question de la frontière aussi avec le Nigeria et la question de la gestion et de l'écoulement des ressources entre nos 2 pays. Vous avez pris plus de 2 minutes pour répondre à cette question. Initialement, on espérait que vous en feriez moins de 2 minutes. Alors, la question du tribalisme, vous pensez la résoudre substantiellement comment? Mais pour moi, le tribalisme n'est pas un problème au Cameroun. Le tribalisme n'est pas un problème au Cameroun. J'ai toujours l'habitude de le dire, le Camerounais n'est pas tribaliste. Le Cameroun a été tribalisé pour les besoins du pouvoir. Aussi simple que ça, par ceux qui nous dirigent. Et donc vous n'êtes pas attaché au pouvoir, et vous allez déconstruire tout cela? Oui, et donc vous allez voir que le système, parce que je dis, vous qui avez lu le projet, vous devez le percevoir. Ce projet règle toutes ces situations-là au fur et à mesure que vous le déroulez. Si vous avez pris par exemple la rotation des pouvoirs, il n'y aura plus besoin de la faire. Pourquoi les autres diront au pouvoir alors que nous aussi on veut le pouvoir? Par exemple, vous pensez qu'il faut, comme c'est prévu dans le code pénal en ce moment, criminaliser entre guillemets, continuer de criminaliser le tribalisme? Mais pourquoi on va continuer à criminaliser quelque chose qu'on aura réglé par la restructuration de l'État? Ça c'est progressif. Mais je veux dire dans les... Oui, mais puisque dans les 6 premiers mois, les 7 premiers mois jusqu'en juin 2026, on aura déjà restructuré l'État. Et d'ailleurs, je crois que vous avez bien remarqué qu'il y a une loi sur la délation. Il y a une loi sur la délation, c'est-à-dire que chacun doit surveiller son frère camerounais. C'est-à-dire que vous faites quelque chose de mal et vous êtes rétribué parce que quelqu'un fait quelque chose de mal, vous êtes rétribué parce que vous avez trahi, parce que nous devons avancer. La loi sur la délation. Donc vous voyez que nous avons plusieurs mesures comme ça qui ont été prises pour essayer de juguler ce genre de phénomène-là. Parce que le laisser aller, l'indiscipline, il faut absolument que chaque Camerounais soit focus sur l'exemplarité et la discipline pour qu'on puisse avancer. Alors est-ce que vous faites du football un métier, un véritable métier? Oui, bien sûr. Vous avez vu dans le projet. Nous donnons beaucoup de choses à nos sportifs. On s'est rendu compte qu'ils ne profitent jamais du fruit de leur sport. Et vous allez voir que dans ce chapitre-là, nous prévoyons par exemple de créer une structure qui leur permettra, par exemple, de trouver des issues à l'extérieur. L'État doit faire de l'argent. Sur ce projet, l'État va faire de l'argent dans tous les secteurs, y compris le secteur du sport. Ça veut dire que vous connaissez par exemple le domaine des agents de joueurs, ainsi de suite, qui ont des pourcentages, ceci. Même l'État pourra devenir un agent de joueur à cause des investissements qu'il aura opérés sur le sol national, qui auront amené, par exemple, à découvrir certains talents. Je vous dis par exemple, il y aura par exemple des lycées de sport, des collèges de sport. Ça veut dire qu'un enfant par exemple qui lui dit
moi l'école n'est pas trop mon affaire, c'est-à-dire devenir maçon, devenir ceci, on va par exemple lui imposer le programme école sport ou sport école. C'est-à-dire que dès le bas âge de l'école primaire, il sait déjà qu'il va à l'école et il fait son sport. Et au niveau du secondaire, c'est-à-dire après le GCO level, puisqu'on sera dans le système saxon, il pourra se spécialiser soit en football ou soit en basketball et soit en ceci. Une fois qu'il a donc son bac, on imagine autour de 17 ans, vous comprenez? L'État va donc le mettre dans un circuit comment dire, d'expression de son talent et peut-être trouver un exutoire sportif en termes de structure à l'extérieur. Vous comprenez qu'à ce moment-là, l'État devient en même temps aussi un agent de joueur qui pourra avoir des rétributions sur l'évolution de la carrière du footballeur. En retour, tous les investissements, par exemple, du moins ses revenus à l'extérieur, pourront être réinvestis. On pourra l'aider, par exemple, qu'au moment où la carrière sportive s'arrête, il y aura une banque, par exemple, du sport. C'est-à-dire qu'il injecte son argent là-bas, il veut construire, il veut faire ceci, l'État s'en occupe et puis lui donne clé à main pour ne pas lui faire davantage de discoveries. Et vous avez pris moins de 10 minutes pour le faire. Nous passons à la question qui dérange. Ne vous sentez pas offusqué. C'est une question vraiment qui dérange. C'est le but de la manœuvre. Vous avez abordé un peu le sujet tout à l'heure. Comment pensez-vous pouvoir être investi au Cameroun comme candidat en 2025 sans appartenir à un parti qui compte dans ses rangs des élus à la dernière présidentielle? Ou bien qui compte des élus? En ce moment, il y a un débat autour. Vous avez dit, vous allez rassembler les signatures, mais les gens sont un peu dubitatifs puisque ceux qui doivent signer, c'est des gens qui sont tenus par le pouvoir. Vous avez parlé de parti-État. Le propos est sorti de votre bouche, des signatures. Les signatures nécessaires pour une candidature indépendante. Je dois déjà dire qu'en fait, la logique de candidat indépendant dans la version nouveau code électoral, je ne me souviens pas qu'elle a déjà été expérimentée. Non. Je ne me souviens pas. Parce que c'est inopérant en réalité. Oui, moi je ne me souviens pas. C'est pour ça que vous voyez, moi je suis un homme de défi. Vous le savez encore mieux que tout le monde, je suis un homme de défi. Et j'aime toujours passer par les portes que l'on juge généralement les plus hermétiques. Vous savez, et j'estime que rien ne se fait au hasard si nous nous retrouvons ici aujourd'hui et que nous n'avons pas d'élus et que nous n'avons que cette voie-là. Parce que je dois avouer que nous avons peur de l'autre voie, c'est-à-dire la voie d'aller emprunter un parti politique. Parce que nous pouvons bien emprunter un parti politique, on nous donne l'investiture, mais devant le Conseil constitutionnel ou je ne sais pas moi, vous allez voir des individus qui viennent contester l'investiture et ça devient un autre problème. Donc nous préférons être prudents parce qu'avec le système... Donc vous avez abandonné définitivement la voie d'un parti d'emprunt. Oui, nous préférons... Nous, c'est pas possible. Et vous savez aussi que, bon, sociologiquement, ça coûte cher. Bon, ça devient un peu difficile pour nous. Nous, on n'a pas d'argent. Donc l'investiture se vend. Nous n'avons pas d'argent pour aller acheter un parti. On n'a pas d'argent. Donc ce que nous allons faire... En 2018, on a vu des candidats qui, nous pensons, n'avaient pas acheté. Je dis que nous n'avons pas d'argent pour aller chercher un parti qui a déjà des élus. On s'est bien compris, monsieur Tongue. Et troisième argument, c'est que la candidature indépendante nous paraît celle la plus idoine actuellement. C'est-à-dire que le Cameroun est parti, par exemple, de la scène de l'opposition. Vous voyez? Ça, c'est le troisième argument. Le quatrième argument, c'est que la jeunesse n'ayant pas de moyens, nous avons réfléchi tous à une chose toute simple. Nous commençons à rechercher les signatures. Je crois que les équipes sont déjà à pied dessus. Non, on commence. On a déjà fixé la stratégie. La candidature a été déclarée, comme vous le savez, il y a un peu plus d'une semaine. Les 30 millions de caution. Et puis il y a le fonds de campagne. Les 30 millions de caution. Et puis il y a le fonds de campagne. Non. Nous ne mettons pas la campagne. Nous ne faisons pas comme les autres qui disent qu'ils veulent 9 milliards ou 6 milliards alors qu'ils ne sont même pas sûrs d'être candidats. Non. Parce que les affaires d'argent sont très compliquées. On va proposer d'abord au peuple camerounais la première étape. Rechercher les 300 signatures et puis préparer la caution. Puisque le délai est déjà court, on a moins de 3 mois. Si on réussit à avoir ces moyens-là et ces 300 signatures et que notre candidature est validée, on reviendra leur dire, voilà la candidature qui est validée, maintenant nous réunissons les moyens pour la campagne. Nous pensons que c'est plus responsable pour qu'il n'y ait pas de problèmes d'argent. Est-ce que vous avez pensé à la piste? Vous recrutez dans votre rang un élu et qui vous donnerait la légitimité pour investir un candidat. C'est Tongue, non, vous savez très bien que toute cette histoire, je n'interviens plus dessus parce que ça ne se fait pas et ça ne peut pas se faire. Et vous allez voir qu'ici, dans le projet, nous, on a fait sauter le verrou du mandat impératif qui est nul. Nous nous rendons le mandat impératif. C'est-à-dire que
si quelqu'un paye sa qualité de militant d'un parti ou une qualité non, c'est pas possible, c'est pas possible. Quelles que soient les analyses que les gens font dehors, qu'ils laissent tomber, ça ne peut pas passer. Alors, je vous invite au grand match. Le grand match, c'est la dernière articulation de notre programme, Valère Bertrand Bessala. Le grand match, ce sera avec William Foyette, qui est CEO de WIF Informatique, expert en transformation digitale, challenge sur l'application de la diaspora sur la structuration de l'économie. Avec lui, vous allez donc aborder les questions de développement numérique et le rôle de la diaspora qui nous suit particulièrement et que nous n'avons pas pu avoir de fond en comble aujourd'hui à cause de ce mauvais retour son en studio. Ce sera dans un instant le temps de prendre une respiration. Voilà. Est-ce que je voudrais vous demander, M. Valère Bessala, est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites que vous voulez être candidat à la magistrature suprême du Cameroun? Je suis très sérieux. Si vous êtes sérieux, moi je regarde votre programme, à la page 9, je me demande s'il a été relu. Parce que vous dites un candidat à la magistrature suprême doit être rigoureux et exigeant. Et je vois 2 lignes identiques à la page 9 quand je lis votre programme qui parle de le taux, qui parle de... Je vais vous retrouver ça tout à l'heure, qui parle du... Voilà, du solde annuel, du solde annuel personnel des personnels de l'État. Ça revient 2 fois. Oui, je l'ai remarqué moi-même. Merci beaucoup. Pour un programme qui est censé être relu par une équipe que vous avez. Et je me suis posé des questions. Et j'ai aussi du mal à rentrer dans la cohérence de votre programme. Et je me dis, est-ce qu'on gouverne avec des slogans ou est-ce que dire que la jeunesse est un programme? Je me suis posé des questions, notamment quand vous dites, vous avez créé un beau programme, et moi je l'ai parcouru, mais je ne l'ai pas tout lu, je vais être très honnête avec vous. Et dans ce programme... Il y a le programme et le projet. Le projet. D'accord. C'est le projet ou le programme déjà? C'est le projet. Il y a le programme et le projet. Voilà, il y a le programme, il y a le projet. Bien. Bon, s'il faut revenir au projet... Moi, j'ai un peu de mal quand je lis le projet. Il est chiffré, mais il n'est pas très souvent quantifié. Je peux vous prendre un exemple en vous posant une question. Quel est le déficit énergétique du Cameroun aujourd'hui? Et si vous mettez en œuvre votre projet de société, quel besoin énergétique aurez-vous et comment vous allez le résoudre, ce besoin énergétique? Parce que si on veut développer l'industrie, si on veut développer la sous-région, il y a même un programme qui s'appelle Azeleka, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui sont déjà des instruments qui existent. Et si je regarde ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que vous voulez la continuité, mais votre projet renverse quasiment toute la table pour réimplanter autre chose. Et je me pose la question si on est dans la continuité. Et ça me fait me poser la question de savoir, est-ce que au Cameroun aujourd'hui, nous avons un problème de structuration de l'État ou d'applicabilité, ou d'application, pardon, de ce qui existe aujourd'hui. Et moi, je me serais attendu qu'un jeune comme vous se serait appuyé sur ce qui existe aujourd'hui pour chiffrer son projet et pour avoir un projet de société bien quantifié et bien quantifiable. C'est ce que moi j'ai constaté. Et après, bon, j'ai essayé de voir, il y avait des slogans qui passaient par-ci, par-là. Et puis moi, je me dis, est-ce qu'on est en face d'un candidat à la présidence de la République ou on est en face d'un analyste politique? Quand vous dites qu'un enfant sera médecin en classe de 6e, moi je vous écoute et ça me fait doucement rire parce que même ceux qui sont formés à l'université ne sont pas absorbés par l'État. Avec les chiffres de l'OMS qui sont sur Internet, vous pouvez le regarder, qui dit le besoin, qui part du besoin en nombre de médecins au Cameroun dont on a besoin. Et ces médecins, les médecins formés et qui existent à l'extérieur du Cameroun sont beaucoup plus nombreux que les médecins qu'on a au Cameroun. Quelle sera la pertinence d'aller former un enfant en 6e? Pourtant, même ceux qui sont formés à l'université ne sont pas absorbés par le circuit de santé. Combien d'hôpitaux avons-nous besoin pour résoudre le problème de santé? Combien de médecins avons-nous besoin pour résoudre le problème de santé? Moi, je m'attendais à ce type de réponse chiffrée, quantifiée, planifiée et dans une programmatique avec une prospective, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, M. Bessala? Alors, vous convenez d'abord avec moi qu'il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Je conviens avec vous. Il y a des chiffres monétaires. Par contre, est-ce que dans ce projet, vous avez par exemple le déficit énergétique du Cameroun?
et le besoin énergétique après que votre projet soit mis en place? Je voulais d'abord m'entendre avec vous. Oui. Dans le projet, il y a des chiffres. Ok. Vous avez chiffré, mais vous ne l'avez pas quantifié. Vous l'avez chiffré. Vous dites que ça va coûter tant, mais on a besoin de combien d'hôpitaux? Vous m'avez déjà répondu. Okay. Monsieur Foyette, c'est Monsieur Foyette? Oui, Monsieur Foyette. Très bien, vous m'avez déjà répondu. Ce que vous devez comprendre dans le projet, c'est que, je l'ai dit d'ailleurs à l'entame de notre travail, nous avons eu des difficultés particulières avec les chiffres qui nous sont donnés par le gouvernement. Parce qu'en fait, c'est des chiffres, quand vous les comparez avec le projet, les chiffres du Cameroun, vous allez voir que la plupart des références, c'est des indicateurs des cabinets internationaux ou de la Banque mondiale ou du FMI, qui nous ont paru plus fiables, parce que nous ne voulons pas tomber dans le problème, par exemple, que connaît le Sénégal aujourd'hui. Vous savez qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils se sont rendus compte que l'ancien pouvoir avait dissimulé certains chiffres sur la dette. Ils se sont rendus compte que le Sénégal est plus endetté qu'il ne le paraissait. Vous voyez? Oui. Donc nous sommes restés prudents. Nous préférons les chiffres qui nous viennent d'ailleurs et qui nous paraissent plus raisonnables. Maintenant, quitte à voir la réalité peut-être en 2026 et nous dire voilà, nous allons régler. Ça, nous apportons déjà ce problème. Vous allez voir que dans le projet, nous gérons les problèmes au cas par cas et pour d'autres dont les chiffres sont assez flous. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à capter exactement ce qu'il en est. Nous gérons de manière transversale. De trois, c'est que le financement de notre budget, le financement de ce projet réside dans le plan de financement de 150 000 milliards. Ce n'est pas avec les 7 317 milliards que nous allons financer. Non, je suis déjà en train de répondre à votre question. Donc ça fait que vous n'allez pas trouver effectivement, et vous avez raison, c'est-à-dire le plan quantifié, le plan de financement quantifié, il n'est pas dans le projet. Ça, je l'ai dit à M. Tongue. Parce que c'est un travail qui est assez fin. Et j'ai ordonné à mes équipes de recommencer ce travail-là. Parce que vous savez que les aînés ont introduit par exemple de nouvelles taxes dans l'ancienne loi des finances. Et donc ça a bouleversé un certain type de projection dans notre projet. Et ça nous a amené à recalculer. Mais je réponds à vos questions. Pour dire quoi? Pour dire que vous l'avez énoncé. C'est-à-dire quoi? Nous allons acter une décentralisation profonde du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, par exemple, nous n'aurons plus les régions décentralisées, on aura des régences. Et on aura la tête un régent, c'est-à-dire ce que nous appelons le président de région. Il sera un régent à la tête. Qui va régenter? C'est un terme. Ce sont les hommes qui donnent du sens au terme et pas l'inverse, monsieur Tongue. Oui, mais il faut que les spectateurs comprennent. Oui, bien sûr, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, un régent de région. Et nous allons créer, par exemple, un conseil départemental entre la commune et l'actuelle région. Parce qu'il y a ce vide sur le terrain. Oui. C'est-à-dire qu'un préfet, par exemple, qui est la tutelle d'une commune. Vous voyez? Non, suivez bien mon raisonnement. Dans les arrondissements, on va fondre chaque arrondissement en district. C'est-à-dire on va encore essayer d'agglomérer les différents arrondissements en district et puis en canton. Vous voyez? Et vous allez donc voir qu'à chaque canton, par exemple, il y aura un type d'hôpital, puisqu'on parlait d'hôpital. Vous voyez? De la régence. Et chaque institution décentralisée, par ordre de compétences, va gérer donc toutes les structures, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit à tout autre niveau. Mais est-ce que ce sera à ces organisations décentralisées de quantifier le nombre d'hôpitaux dont ils auront besoin dans leur district? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de me dire qu'avec mon plan de décentralisation, je vais avoir tel nombre de districts, qui aura tel nombre d'hôpitaux, et sur certains districts, on a déjà des hôpitaux, il reste peut-être temps à construire, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas avoir la réponse. Foyer, donc si je vous dis qu'on va avoir 5 hôpitaux, vous me prendrez au sérieux? Non, vous pouvez me prendre. Ça peut être le besoin. Après, non, vous pouvez me prendre au sérieux. Mais non, mais je peux vous prendre au sérieux parce que ça peut être un besoin. Non, monsieur, ce sera justement de l'incantation. De venir vous dire que 100 hôpitaux, et sur le terrain, on se rend compte qu'il en faut 1000. Mais si vous dites 100 hôpitaux... Je vous ai donné la structuration de l'État. Quand je vous donne la structuration, c'était pour que vous représentiez un peu. Je prends un simple cas. Ce que je vais dire, excusez-moi, monsieur Dessala, c'est pas à moi de réfléchir sur le nombre de districts que votre découpage administratif va donner. C'est à vous de me dire, si j'arrive à ce découpage administratif, j'arrive à tel nombre de districts, et ça va donner une projection. Une projection. Ça fait au prorata de la population. Vous savez que la projection, c'est en valeur relative, donc elle n'est pas exacte. C'était même pas le nœud de la question. Le nœud de la question. Le nœud de la question était de savoir, est-ce que vous connaissez aujourd'hui ce dont on aura besoin en termes de quantité d'énergie pour pouvoir mettre en place ce projet, et comment on va le faire, parce que nous sommes un pays qui est bordé d'eau,
Nous sommes un pays qui avons des terres arables et qui avons du soleil. Quels sont les types d'énergie qu'on va mettre en place? Est-ce que vous avez pensé à tout ça dans votre projet, M. Bessala? On a pensé par exemple à mettre les régions septentrionales sur l'énergie solaire, par exemple comme le modèle marocain. Je pense que les Marocains ont dépensé près de 530 milliards pour Moselle. Je peux me tromper sur le nom de la région Azazat, quelque chose comme ça. 530 milliards de... 530 milliards pour une centrale, oui. une centrale d'énergie solaire. Oui. Des plaques solaires pour électrifier toute une région de ce côté-là. Vous savez que sans énergie, on ne peut pas avoir de l'industrie. C'est ça donc que je suis en train de dire, que les régions où par exemple qui n'ont que le soleil et qui n'ont pas par exemple des rivières ou des cours d'eau constants, on va privilégier l'énergie solaire de ce côté-là, vous voyez. Et ici, nous allons rentrer aussi par exemple dans l'énergie, il y a l'énergie thermique par exemple. Il y a l'énergie même nucléaire. Vous savez que nous avons l'uranium dans la zone du Nord, par exemple, à Poly. Oui, bien sûr, mais est-ce que vous allez l'utiliser dans votre projet? Et quand nous disions tout à l'heure que nous allons ouvrir notre sous-sol à 20-25%, à 20-25%, cette terre-là, parmi ces terres-là, il y en a qui produisent l'énergie, c'est-à-dire l'uranium. Permettez-moi, M. Bessala, j'ai envie de vous poser une question. Quels sont vos 5 chantiers prioritaires si, au lendemain des élections, vous êtes déclaré? C'est la nouvelle du week-end, les gars. Paul Biya, candidat pour un 8e mandat à 92 ans. Alors, le chef de l'État actuel du Cameroun n'est pas fatigué, il a encore toutes ses forces et il se sent encore capable de diriger le Cameroun pour 7 ans. Voilà, donc du coup il aura 99 ans. Donc si jamais il gagne cette élection. Voilà. Donc tout cela survient, vous le savez, après une cacophonie au sein de l'appareil étatique où on nous a quand même expliqué que non, les communications sont différentes, avec René Emmanuel Sadi, qui est le ministre de la Communication, qui a parlé d'un 50-50 sur la probabilité de la candidature de Paul Biya, et puis d'un professeur Famendongo, excellent orateur, qui nous a expliqué que de bonnes sources, il n'y avait aucun doute que le président soit candidat, et que lui, il parle en tant que secrétaire, pas en tant que membre du gouvernement. Donc, malgré ces précisions, ces tentatives de détacher la responsabilité ou le style de communication, on comprend quand même qu'il y a une sorte de cacophonie parce que nous ne sommes pas dupes. De toute façon, Paul Biya est candidat, c'est officiel désormais, son compte X. Ce n'est plus justement une histoire juste de communicant ou alors de secrétaire, puisque ces comptes représentent le président, donc du coup, c'est officiel, les médias en parlent, les médias annoncent. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette 8e candidature de Paul Biya à la magistrature suprême? Et pourquoi? Donc, j'attends vos commentaires. Bien sûr, après avoir regardé les débats sur les télés, les extraits que je vous ai montrés, c'est bien de donner votre avis aussi. Ça va être chaud en 2025, excusez-moi. Ça va être chaud cette année. Au mois d'octobre, ça va. Nous sommes en année électorale et c'est une année particulière. C'est-à-dire, depuis quelques semaines, on voit des démissions en cascade dans le gouvernement. Donc il y a vraiment plus d'entente dans le gouvernement. Et il y a un côté qui pense que c'est une stratégie de manipulation pour diluer les voix de l'opposition au Cameroun. Et d'autres qui voient là réellement une opportunité de changement. Ceux qui fantasment, bien sûr, sont plutôt optimistes, surtout avec le discours de Issa Tiroma Bakary qui est plutôt assez dur. Donc tout porte à croire en tout cas qu'en octobre, on risque d'avoir quand même une année électorale un peu plus mouvementée que celle de 2018. Déjà que celle de 2018 était quand même mouvementée, avec l'avènement de, dans un premier temps, de Cabral Libby et de Maurice Kamto surtout. Mais cette fois, les démissions de Issa Tiroma, de Bello Bouba et les velléités de coalition qui sont en train de mûrir en back-office, les gens ont de l'espoir. Les gens ont de l'espoir que cette année soit une année électorale intéressante. Alors, est-ce que le changement au Cameroun, c'est pour cette année? Ou alors, le RDPC, comme d'habitude, va réussir à s'en sortir? Est-ce que le gouvernement en place va encore tirer son épingle du jeu?
Bah, c'est ce qu'on aimerait savoir. Donc en tout cas, on est dans une phase importante, une phase intéressante. Et les élections deviennent passionnantes. Il faut vous intéresser à la politique, les gens. Et intéressez par la politique. C'est très passionnant, la politique. C'est dynamique, ça bouge. La politique, c'est comme le football, hein. C'est comme le sport. C'est très dynamique. Voilà. Donc, abonnez-vous pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois. Et partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent voir. Donc, ici, on parle de tous les sujets. Politique, sport, culture. Voilà, tous les sujets. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.